Merci Michel, je vais partager mon écran. Vous voyez l'écran? Oui. Très bien. Bon voilà, donc oui, comme le titre que j'ai choisi, c'est les contributions du diagnostic à la demande générale de l'IA dans l'industrie. Alors, je suppose que la plupart d'entre vous sont habitués à avoir des transparents en anglais et un discours en français, parce que ça va être le cas. Donc, pour me présenter un peu plus que tout à l'heure, donc effectivement, je suis directeur de recherche du CNRS, affecté au LAS, qui est un laboratoire que vous connaissez à Toulouse, du CNRS, et j'ai une chaire dans Anity. C'est une chaire qui porte un nom un peu long, puisque le titre est transformation synergique dans le diagnostic à base de modèles et à base de données. Donc, pour faire court, c'est la chaire diagnostic. Et cette chaire, donc, j'ai 3 co-chairs que vous voyez ici, alors dont 2 filles, Nathalie Barbosa et Elodie Chantery, et un garçon quand même, Xavier Putel. Voilà, alors donc moi je vais essayer de vous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire avec des techniques basées données, mais basées modèles aussi, qui sont un petit peu hybridées dans le domaine de l'industrie. Et donc je vous donnerai quelques applications que j'ai traitées dans le domaine des chaînes de production, qui produisent des composants pour l'automobile, d'où le titre diagnostic dans l'automobile. Donc, alors, ce qu'on constate dans l'industrie, c'est qu'il y a une évolution, et donc ça, on en a déjà parlé, mais une évolution très forte sur le partage qui peut se faire entre les tâches qui sont accomplies par l'homme et les tâches qui sont accomplies par la machine. Et je vais essayer d'enlever ça, voilà. Et donc, en 2019, le pourcentage, il s'établissait à 71% des tâches pour l'homme, 29% des tâches pour la machine, alors qu'on prévoit en 2025 d'avoir déjà le 50% pour la machine qui soit franchi. Et donc ça va amener à une hybridation homme-machine importante, un besoin de coopération. Ça va amener à des tâches qui vont s'enchaîner de manière de plus en plus rapide, au fait qu'il va falloir anticiper les tâches de manière plus intelligente. Il y aura des décisions qui se prendront de manière autonome de plus en plus, et une résolution des problèmes à une plus grande vitesse. Donc, il va falloir qu'on s'adapte à cet environnement qui est un environnement de plus en plus numérique, on l'a dit, de plus en plus robotisé. Et donc, sous cette numérisation et sous cette robotisation, eh bien, il y a des algorithmes. Donc, une algorithmisation de l'environnement industriel. Alors, dans un environnement industriel, à quoi on a envie que l'IA contribue? Eh bien, on veut qu'elle contribue à répondre aux questions suivantes. Bon, qu'est-ce qui a changé dans mon processus de fabrication, par exemple, à un moment donné? Donc, c'est de la détection. Quelle est la situation courante de mon processus, de mon système? Qu'est-ce que je devrais savoir? Quelles sont les notifications qui doivent émaner d'un système intelligent? À quoi je peux m'attendre? Est-ce que je peux faire des prédictions? Qu'est-ce que je devrais éviter? Qu'est-ce qui est dangereux? Donc, ça aussi, c'est la prévention. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut recommander? Quelles sont les actions à faire pour éviter ou pour continuer à produire le plus longtemps possible, par exemple? Et donc, dans toutes ces tâches et réponses à ces questions, le diagnostic joue un rôle important. Pourquoi? Parce qu'en fait, le diagnostic, c'est un
procéder à un raisonnement qui va permettre d'identifier, de déterminer la nature et la cause première des défaillances, des problèmes ou bien des maladies. Et ça, pour le faire, on le fait à partir de symptômes. Et ces symptômes, ils proviennent, donc dans le cas des systèmes techniques, ça va être les capteurs qui vont nous amener des informations, hein, donc c'est des mesures, mais on peut aussi imaginer de faire des tests, d'avoir des vérifications, par exemple dans le domaine médical, on fait des analyses, et à partir de toutes ces informations, hein, eh bien, le diagnostic, il va falloir qu'il reconstitue un état du système ou de l'humain. Donc, dans la boucle de décision, en fait, le diagnostic, il intervient. On a des systèmes ici, une voiture, une fusée, ça peut être un robot, une usine. Et à partir de capteurs et de mesures, eh bien, on obtient des observations et le diagnostic va jouer le rôle de interpréter ces observations pour pouvoir fournir un statut fiable de l'état dans lequel se trouve le système et ses différents composants. Et ce statut va permettre, soit de manière autonome, soit à un humain qui va les recevoir, de décider des actions qui doivent être faites pour arriver aux objectifs qu'on se fixe. Et ces actions, eh bien, elles vont être différentes suivant le niveau d'abstraction auquel on se place. On va pouvoir décider d'actions de commande bas niveau, d'actions de planification, hein, par exemple un robot, est-ce qu'il doit tourner à gauche, tourner à droite, ramasser l'échantillon ou pas à un moment donné, donc toute cette séquence d'actions. Et également, ça peut être des actions de maintenance quand on s'intéresse à la durée de vie des systèmes. Donc, dans ce que je vais montrer comme exemple, on va se placer à ce niveau-là, au niveau de la maintenance et comment le diagnostic peut apporter des informations pour fournir des recommandations de maintenance. Donc, c'est notamment à la maintenance prédictive qu'on va s'intéresser. Alors, c'est quoi la maintenance prédictive par rapport aux autres types de maintenance qui existent dans le domaine industriel? Donc, on peut en citer deux caractéristiques. La maintenance curative. La maintenance curative, eh bien, elle agit lorsque on a un défaut qui est constaté et identifié. Et ça provoque énormément d'indisponibilité du processus de fabrication et énormément de produits qui vont être de mauvaise qualité. Et donc là, ça va amener à des coûts de production très élevés. Un autre système de maintenance qui est très souvent appliqué, c'est la maintenance systématique, où là, on a un calendrier de maintenance et on va effectuer des vérifications et des réparations suivant ce calendrier sur une base régulière en général. Donc là, on est un peu mieux que pour le curatif, pas optimal. En fait, ce qu'on aimerait faire et ce que les industriels aimeraient faire, c'est faire une maintenance juste au moment où elle est nécessaire. Hein, et donc, en fait, ça veut dire qu'il faut la faire juste avant que le problème survienne. Et donc là, il va falloir qu'on anticipe. Il y a ce besoin d'anticipation pour arriver à optimiser les coûts de production. Donc, dans ce sens, les méthodes de diagnostic, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter? Elles vont nous apporter des moyens de détecter des anomalies dans les processus auxquels on s'intéresse, de détecter des événements spécifiques qui peuvent être importants, de détecter des incohérences par rapport à une référence que l'on connaît ou que l'on a apprise. On verra un exemple là-dessus.
d'estimer l'état de santé du processus globalement. Ça va nous permettre aussi de pouvoir affirmer que l'on dispose des données nécessaires pour distinguer ce qui est normal de ce qui est anormal et de produire des explications de type « que s'est-il passé ?» en réponse à un événement particulier qui peut être un événement de défaut, par exemple. Notre besoin, ça va être de déterminer des signatures de dégradation, puisqu'on ne veut pas uniquement détecter les défauts, mais on veut les anticiper. Donc, il va falloir avoir une détection des dégradations qui vont se faire au cours du temps pour pouvoir dire, bon, ben là, il va falloir agir et il va falloir aller changer telle pièce sur telle machine parce qu'on anticipe qu'il va y avoir des problèmes bientôt. J'ai vu un GIS, peut-être. Donc, les méthodes de diagnostic, alors c'est tout un domaine scientifique, elles sont divisées en deux, comme l'IA, c'est un domaine de l'IA. Il y a des méthodes qui se basent sur des modèles. Ces modèles-là, on représente les systèmes physiques d'une certaine manière, soit par des modèles qui prennent racine dans la logique, par exemple, soit par des modèles graphiques. Enfin, il y a toutes sortes de modélisations possibles. Et cette modélisation, souvent, on l'a fait à partir de connaissances physiques sur les phénomènes qui sont mis en jeu. Et c'est tout un art de fournir de tels modèles. Et ensuite, il y a les méthodes basées données, où là, on va s'appuyer sur des processus d'apprentissage. On en a déjà parlé, François a parlé de classification, par exemple. Il a donné un exemple dans le médical de comment on pouvait l'utiliser en diagnostic. Donc ici aussi, on voit un petit schéma où il s'agit de données qui proviennent des capteurs d'un processus et où on va distinguer certaines anomalies qui vont être indicatives de certains problèmes. Alors, en ce qui concerne les données qu'on peut utiliser, eh bien, il y a des données de type numérique, comme ici ces signaux-là, et il y a des données également qui sont d'un niveau plus abstrait et qui sont des données événementielles. Donc, dans les exemples que je vais présenter là, on va plutôt se baser ici, on va travailler avec des données événementielles qui proviennent des différents enregistrements qu'on appelle des logs, qui sont recueillis sur les processus. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ici, vous voyez la chaîne de production de... ça s'appelait Continental jusqu'en 2019, et puis toute la branche Powertrain qui inclut ces chaînes de production est devenue Vitesco Technologies. Donc c'est pourquoi j'ai mis les deux petits logos dans le coin là. Mais actuellement, donc, ça s'appelle Vitesco Technologies. Donc c'est des chaînes de production. On en a une qui est à Toulouse et une autre qui est à Foix. Donc, on travaille vraiment avec des industriels de la région. Donc, cette chaîne, elle permet de fabriquer des cartes électroniques. Et donc, on a des circuits imprimés qui arrivent ici, qui rentrent dans la chaîne. Une première machine, la stencil printer, c'est une machine qui va étaler de la pâte à braser sur la carte. On va vérifier avec cette opération d'inspection ici, on va vérifier comment la pâte s'est bien étalée ou pas sur
sur la carte. Et ensuite, on a ici deux machines qui sont des machines de placement qui vont venir placer les composants qu'on voit ici aux endroits désirés. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va vérifier que les composants sont bien placés, donc qu'il n'y a pas de composants qui soient un petit peu tordus, par exemple, qui soient mal enfoncés, etc. Donc ça se fait par une inspection optique ici. Et puis, la carte rentre dans une série de fours qui sont régulés de manière très précise. Et ces fours, ils ont pour objet de figer la pâte à braser et donc de fixer les composants sur la carte avec une dernière vérification à la fin, et on obtient donc notre carte électronique avec les composants placés et bien fixés en fin de chaîne. Donc, on va s'intéresser tout d'abord à un exemple de ce qu'on peut apporter en regardant les flots de produits. Alors, ces flots de produits, c'est-à-dire les flots de cartes, on va s'intéresser tout d'abord à identifier ces flots et notamment à déterminer le chemin nominal qui est suivi par ces produits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une chaîne donnée, il peut y avoir plusieurs familles de produits et que ces familles de produits ne suivent pas les mêmes opérations. Et il est intéressant de découvrir automatiquement quel est le chemin nominal qui doit être suivi pour qu'il n'y ait pas de défaut sur les produits qui sortent à la sortie de la chaîne. Donc, pour ça, on va construire, on va apprendre ce qu'on appelle une chronique. On va voir ce que c'est, la chronique qui représente le chemin nominal suivi par les produits. Et on va utiliser cette chronique nominale pour identifier les points faibles et pour recommander des actions de maintenance sur cette chaîne. Alors, une chronique, c'est quoi? C'est un objet mathématique qui a été introduit, ça fait bien longtemps, mais qui est bien utile. Donc, c'est en fait constitué d'un triplet où on a ici E, c'est un ensemble d'événements. On a taux qui représente des contraintes temporelles entre ces événements. Et puis, on a un graphe de précédence, G. On en voit un petit ici. Et le graphe de précédence, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par exemple, quand j'ai l'événement E1 qui arrive, eh bien, l'événement E2 peut survenir entre une unité de temps et 3 unités de temps après E1. Et puis ensuite, pareil ici, E3 va survenir entre 4 et 6 unités de temps après E2, etc. Donc, on a comme ça un réseau de contraintes temporelles qui lie des événements que l'on va trouver sur notre chaîne de production. Alors, ces événements, d'où allons-nous les extraire? Comment les observe-t-on? On les observe parce qu'au niveau de chaque opération sur la chaîne, il y a des capteurs qui enregistrent le passage des différentes cartes. Et donc ici, ça c'est donc un log qui a été anonymisé. Et donc, sur ce log, on voit qu'il y a une colonne qui donne le numéro de la carte. Ici, l'opération qui a été subie par la carte. Si l'opération s'est passée OK ou pas OK. Et puis ici, on a une date, la date à laquelle l'opération s'est faite sur cette carte-là. Donc, à partir de ces logs, de toutes ces données, on va pouvoir construire pour chacun des produits la séquence qui a été suivie par le produit dans la chaîne. Et à partir de tout cet ensemble de séquences, on peut faire des statistiques sur l'occurrence des paires d'événements dans la séquence et on peut construire comme ça
un graphe, un modèle graphique. Hein. Ce modèle graphique, il correspond à chaque état qui est ici figuré en vert ou en rouge et qu'on va voir ici en un petit peu plus gros. Chaque état correspond à une opération donnée et entre chaque opération, on voit qu'on a mis des arcs. Sur ces arcs, on a un pourcentage et donc le pourcentage indique le nombre de cartes qui a suivi, qui a effectué cette transition. Alors, on voit par exemple que ici, les cartes qui sont passées sur cette opération, il y en a qui sont parties par ici, mais il y en a qui sont parties par ici également. Et donc, ce que l'on a adopté comme heuristique, c'est que lorsque le pourcentage est le plus élevé, on va considérer que c'est la transition nominale et donc on a repéré comme ça les opérations qui sont nominales et la séquence, le chemin nominal suivi par les produits et qui sont identifiés en couleur verte ici. Donc ça, c'est donc le chemin nominal qui correspond aux états verts qu'on a identifiés. Hein. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour chaque paire d'opérations, on va aller recueillir la durée qui est associée à chaque transition correspondant à un produit et avec ces histogrammes correspondant aux durées entre chaque opération, eh bien, on va pouvoir donner aller rechercher des bornes, hein, et ces bornes-là, elles vont nous indiquer que, voilà, pour la majorité des produits, lorsque tout se passe normalement, eh bien, il faut que le temps de transition entre une opération et l'autre, eh bien, il faut qu'elle soit comprise dans ces bornes-là. Donc, à partir de toutes ces informations, d'une part, le chemin nominal qui va nous donner la typologie et le graphe de précédence de la chronique, et à partir de ces histogrammes de durée qui vont nous procurer les contraintes temporelles, on est capable de construire la chronique qui est là, qui correspond à la chronique du chemin nominal suivi par les produits. Suite cette chronique, on va l'utiliser avec un système de reconnaissance de chronique. Alors, ce système fonctionne en absorbant les événements qui proviennent des produits qui sont en train de passer sur la chaîne et qu'on n'a pas utilisés hein, pour construire, ce sont des nouveaux produits. On obtient ces événements, la chronique reconnaît si on est en train de la suivre ou pas. Et donc, on a par exemple des nouvelles séquences qui sont toutes bonnes, qui n'ont pas eu de problème, qui ne sont pas parties en défaillance sur aucune opération, qui sont reconnues avec un 1 par notre reconnaisseur de chronique. Et ici, les chroniques qui ont un produit défaillant ou pour lequel le produit a mis trop de temps à effectuer une transition, qui vont être reconnues 0. Et donc, à partir ensuite de tout l'ensemble de chroniques de séquences qui ne sont pas reconnues par la chronique nominale, eh bien, on peut identifier les points faibles, hein, aller voir où la chronique a été violée et recommander l'action de maintenance qui correspond à cette détection. Donc là, on a vu comment les données peuvent être utilisées et on a vu comment un apprentissage de modèles pouvait se faire. Et donc là, on a travaillé à la fois avec des données hein, et avec un modèle, puisqu'on a construit un modèle que l'on avait posé a priori. Un autre exemple, c'est au niveau de la machine qui
qui étale Oui, il te reste 5 minutes. D'accord. Donc, alors, au niveau de cette machine, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'expliquer certains événements que les experts ne savaient pas expliquer, ne savaient pas à quoi ça correspondait, et d'anticiper les situations qui peuvent amener à un défaut. Donc, parmi les événements qu'ils ne savaient pas expliquer, c'était un événement qui apparaissait, busy, hein, voilà. Il y en avait un autre, mais là, je vais parler de busy. Et pour ça, on s'est basé sur des données que l'on a recueillies pendant 500 heures de fonctionnement. Et ce qu'on a regardé d'abord, hein, c'est quand est-ce qu'il apparaissait cet événement, et on s'est aperçu qu'effectivement l'événement apparaissait très souvent, et pourtant ils ne savaient pas l'expliquer. Alors ça vient du fait que ces machines, hein, elles sont construites par des constructeurs ailleurs, et ensuite quand elles arrivent, elles ont déjà intrinsèquement des alarmes, des warnings qui sont construits. Et donc, parfois, les experts du processus ne savent pas exactement à quoi ça correspond. Et donc là, ils nous avaient demandé de voir si on pouvait éclaircir ce problème. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de voir si on pouvait extraire, donc apprendre une chronique qui nous donne en fait un ensemble d'événements communs, hein, une séquence commune à toutes les séquences qui se terminent par un événement busy. Pour ça, on avait utilisé un algorithme d'apprentissage de chronique qui est Maison. Donc, alors, en faisant ce travail d'emblée comme ça sur toutes les séquences, on ne trouve pas grand-chose. Et en fait, on trouve que le seul événement qui est commun à tout le monde, c'est l'événement busy. Et donc, on n'était pas content du tout. Et puis là, on a eu l'idée, en fait, de dire peut-être qu'en fait, il y a plusieurs explications possibles. Et on va se servir de techniques de clustering. Alors, le clustering, c'est en fait une classification non supervisée, hein, ça s'appelle comme ça, et en fait ça consiste à faire des paquets, hein, à partir d'un certain critère de similarité. Et donc là, on va faire des paquets de séquences en utilisant comme critère de similarité la distance de Levenshtein, hein, donc cette distance, en fait, elle nous dit pour deux séquences combien d'items dans la séquence il va falloir enlever ou bien ajouter ou bien substituer pour obtenir un match entre les deux séquences. Donc ça nous donne une distance. Et à partir de cette distance, on peut utiliser un algorithme qui est très connu, qui est le K-means, hein, et cet algorithme, il va faire les paquets. Donc là, on a obtenu deux paquets, un groupe X, un groupe Y. Et il se trouve que quand on a rejoué l'apprentissage de chronique sur les deux paquets, ben là, il est apparu deux chroniques, une avec un événement ici qui correspond au fait que l'on met en marche la machine. Donc, à chaque fois qu'on met en marche la machine, l'événement busy apparaissait, et une autre chronique pour le groupe Y, où là, ça correspond à l'ouverture du capot et suivi de la fermeture du capot. Voilà. Donc, on a expliqué aux experts que voilà, c'est quand vous faites ceci que cet événement busy arrive. Donc, voilà, ça fournit le diagnostic ici consiste à dire quand j'ai l'événement busy, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il s'est passé ces conditions-là, et à fournir une explication du type il s'est passé ça. Voilà, donc j'avais un tout petit exemple après, mais tant pis. Donc, je vais conclure ici. Pour conclure, donc vous avez vu que là, j'ai utilisé à la fois des données, et c'est essentiel, et ensuite des techniques qu'on peut appeler par apprentissage, c'est-à-dire les techniques de clustering, par exemple.
Et également des modèles, puisque je me suis appuyée sur le formalisme des chroniques pour arriver aux besoins industriels. Donc, ce qu'il faut dire ici, c'est que, en fait, le gros problème quand on travaille avec des industriels, c'est de bien comprendre les besoins. Hein. Parfois, par exemple, pour comprendre qu'ils ne savaient pas expliquer à quoi correspondait l'événement busy, eh bien, nous, on a mis un certain temps à comprendre que c'était ça qui les interrogeait. Parce qu'on n'arrivait pas à imaginer qu'un événement qui existait, un warning qui existait sur la machine, eh bien, il ne sache pas à quoi il correspond. Mais en fait, il ne savait pas. Donc, comprendre les besoins, c'est très important. Et ensuite, traduire ces besoins sous forme d'un problème formel auquel on va pouvoir associer des méthodes scientifiques qui peuvent provenir de plusieurs sacs à outils. Voilà. Et donc, ce que j'ai essayé de vous montrer ici, c'est que tout ce qui est fouille de données peut apporter une connaissance très pertinente à partir des données dont on dispose. Ok, très bien Louise, merci. C'était très clair. D'ailleurs, tu as très bien expliqué le fait que associer les données et le modèle, c'était extrêmement important. Et effectivement, on voit bien qu'ils s'enrichissent l'un de l'autre. Hein. Tout à fait. Ça, c'est très bien, bravo. Félicitations.